Septembre 2003, Cannes, sur la Côte d'Azur. Un homme va bientôt disparaître dans d'étranges conditions. Il s'appelle Christophe Dalmasso, 34 ans. Il quitte son domicile du centre-ville pour se rendre à 2 km de là chez ses parents, René et Lucien. Le 1er septembre 2003, Christophe est venu manger à la maison. C'était 12h30 ou 13h. Christophe est quelqu'un de très attaché à sa famille, à ses parents. Il avait des contacts très fréquents, les parents aussi lui prodiguaient beaucoup de chaleur, de tendresse. En partant, il a embrassé son papa, puis il m'a dit « À bientôt, maman ». Voilà. C'est la dernière vision que j'ai de Christophe. Ce salut de la main qui m'a dit « À bientôt, maman ». À bientôt, maman. Les jours passent et René Dalmasso ne reçoit aucune nouvelle de son fils, et ce n'est pas dans ses habitudes. D'autant que 15 jours plus tôt, Christophe a fait une promesse solennelle à son père, atteint d'une grave maladie. Christophe a appris que son père était atteint d'un cancer. Mon mari lui a dit « Tu sais, Christophe, c'est toi le plus dégourdi des trois. Je te confie maman et je te confie tes frères. » Et Christophe lui a dit « Je te promets, papa, tu peux compter sur moi. » Il lui fait la promesse d'être encore plus présent qu'il ne l'est déjà. Le 4 septembre, l'inquiétude monte d'un cran. Christophe ne vient pas à un rendez-vous médical important pour son père, rendez-vous qu'il n'aurait raté sous aucun prétexte. Et là, mon mari et moi, on dit « Mais comment se fait-il que Christophe n'est pas venu? Mais que se passe-t-il » Elle a le pif d'une mère, en gros. C'est-à-dire qu'elle a dû sentir quelque chose. Elle a senti qu'il s'était passé quelque chose de grave. Christophe Dalmasso a maintenant disparu depuis plus d'une semaine. Lorsque son petit frère, Laurent, en déplacement à Nice, fait une découverte alarmante devant ce concessionnaire automobile. C'est le frère de Christophe qui va passer par hasard devant cette concession, voir une épave calcinée. Il fait le tour de la voiture et il restait un morceau de la plaque d'immatriculation. Et là, il reconnaît la voiture de son frère. Là, c'est la panique. J'ai dit, mais la voiture a brûlé, mais c'est... J'ai dit, mais est-ce qu'il y avait Christophe dedans? Il m'a dit non, il n'y avait pas Christophe dedans. Paniqué, Laurent Dalmasso se rend immédiatement au commissariat de police de Nice. C'est lui qui va effectivement indiquer tout de suite aux enquêteurs de la PJ, mais le véhicule qui est calciné, moi je le connais très bien, c'est celui de mon frère. Au commissariat, Laurent Dalmasso apprend que les pompiers sont intervenus dans la nuit du 8 au 9 septembre 2003 pour éteindre le véhicule en flammes qui était vide de tout occupant. Mais alors qu'est-il arrivé à Christophe Dalmasso? À la recherche d'indices, la police procède à une fouille approfondie du véhicule calciné. On retrouve dans le coffre un trousseau de clés. Trousseau de clés qui appartient à Christophe Dalmasso. La présence de ce trousseau de clés, ça veut dire qu'il ne peut plus rentrer chez lui. Enfin, on n'oublie pas les clés. Enfin, il s'est passé quelque chose. En effet, un homme qui disparaît brutalement en laissant ses clés, ce n'est pas normal. Et le fait que sa voiture soit retrouvée entièrement carbonisée ne laisse présager rien de bon. La destruction du véhicule, c'est la destruction de la preuve. On veut détruire un élément de preuve qui pourrait permettre de remonter à Christophe Dalmasso ou à l'identification des personnes qui ont pu l'agresser. La famille de Christophe Dalmasso dépose alors une plainte pour disparition inquiétante. Ne disposant d'aucun indice pour établir l'heure et le jour de la disparition, les policiers vont reconstituer l'emploi du temps de l'homme d'affaires. Le 1er septembre, il rend visite à ses parents. Le lendemain, le 2, on parvient à le suivre grâce à sa carte bancaire et son téléphone. On sait qu'il a pris l'autoroute puisqu'il y a une trace de son péage à 9h50. Il part de Cannes et il va sur Nice. C'est la géolocalisation de son téléphone qui va permettre de dire qu'il est bien arrivé à Nice et qu'il est bien dans les parages du château Beaulieu. Le château Beaulieu, c'est cet immeuble de style plutôt bourgeois du centre-ville, propriété de Christophe Dalmasso. À ce stade, rien ne permet de prouver s'il est, oui ou non, rentré dans l'immeuble.
il est dans le secteur de Château-Lieu à partir de 11h, il est là-bas. À 12h20, il téléphone à une certaine Mylène. Cette Mylène qui n'a rien à voir dans le dossier. Et son téléphone s'arrête à 12h35. Et à partir de 13h et après 13h, il est aux abonnés absents, son téléphone bascule directement sur la messagerie. Aucune nouvelle, il s'est volatilisé. Comment Christophe Dalmasso a-t-il pu disparaître en plein jour et en plein centre de Nice? En tout cas, personne dans le quartier ou dans son immeuble ne l'a vu ce jour-là. Comme il est d'usage en pareil cas, les enquêteurs vont dans un premier temps s'intéresser à la vie privée de Christophe Dalmasso. À commencer par une certaine Elisabeth, l'ex-femme de l'homme d'affaires. Il avait 17 ans, il était enfant de cœur et il a fait la connaissance d'Elisabeth, 8 ans de plus. Ça a été une relation très passionnée, que ce n'était peut-être pas une relation comme l'entendait la famille de M. Dalmasso, mais pour Christophe Dalmasso, ça a été un moment, la femme de sa vie très certainement. C'est au départ les feux de l'amour. Il est heureux, il est heureux, il est heureux. Il aime cette femme, elle, a priori, l'aimait. Elle était un peu bohème, Christophe aimait ça. Un an seulement après leur rencontre, Christophe et Elisabeth se marient. Il n'a que 18 ans et pourtant il n'hésite pas à donner à sa nouvelle femme une véritable preuve d'amour. Cette femme a une petite fille de 5 ans qui s'appelle Lucie, qu'il va quelques années plus tard, enfin quelques temps plus tard, reconnaître. Il va donc lui donner son nom, il va l'adopter et elle s'appellera Lucie Dalmasso. C'est un vrai geste d'amour envers Elisabeth. Et je crois que par la suite, il s'est comporté vis-à-vis de cet enfant comme son père, l'élevant et faisant tout ce qu'un père peut faire pour ses enfants. 5 ans plus tard, le bonheur du couple va voler en éclats. Quand Christophe découvre soudain les infidélités d'Elisabeth, c'est la rupture. Elle est partie sans rien dire. Elle a disparu pendant 6 ans. Les 3 premières années, donc selon lui, il a très mal vécu. Donc il a été un peu déprimé. Il était vraiment dans la souffrance. Je ne pouvais plus prononcer je lui disais Elisabeth, à peine je disais Elisabeth, il éclatait en sanglots. Christophe Dalmasso mettra 4 ans à surmonter son chagrin. Il finira par renouer des relations pacifiées avec son ex-épouse. Il continuera de s'occuper de sa fille adoptive. Après avoir épluché la vie privée de l'homme d'affaires, les enquêteurs n'ont trouvé aucun indice permettant d'expliquer sa mystérieuse disparition. Alors, ils vont chercher du côté de sa fortune, car l'homme est riche, très riche. Il est riche, il pèse environ 15 millions d'euros. Une fortune colossale, acquise très rapidement et dont l'origine est un petit peu obscure. Dans leur enquête, les policiers découvrent que Christophe Dalmasso a hérité par 2 fois, en 1988 et en 1998, de 2 vieilles dames particulièrement généreuses. Ce qui est très important, c'est surtout ce qui a monopolisé les enquêteurs, c'est l'héritage corse. Puisque c'est Madame Glenzer qui l'a institué légataire universel. Madame Glenzer est une centenaire décédée en Corse en septembre 1998. Elle lègue toute sa fortune au seul Christophe Dalmasso. En conséquence, je lui lègue tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession le jour de mon décès, sans aucune exception ni réserve. À seulement 29 ans, Christophe Dalmasso devient millionnaire et se retrouve à la tête d'un empire immobilier. Il va hériter de terrains, 21 hectares, du côté d'Île-Rousse, en Corse, sur lequel il va faire des terrains constructibles, sur lesquels il va d'ailleurs faire des programmes, notamment un golf. Il avait son château Beaulieu, il avait ses appartements, il en a racheté d'autres. L'héritage intrigue les policiers, car Christophe Dalmasso n'avait aucun lien de parenté avec Madame Glenzer. Les enquêteurs s'interrogent un peu sur l'origine de cette fortune, savoir s'il n'y a pas eu un abus de faiblesse sur cette vieille dame. Il a eu ce que j'appellerais peut-être un travail d'approche avec certaines personnes qui étaient susceptibles de lui léguer leurs biens, etc. Bon, alors, sur le plan d'une morale stricte, on peut peut-être s'interroger. Les enquêteurs découvrent que Christophe Dalmasso a rencontré la vieille dame
grâce à sa femme, qui était sa dame de compagnie. Peu à peu, l'homme devient très proche, un peu comme un membre de la famille. Elle disait toujours, j'aurais aimé un petit comme Christophe. Il avait beaucoup de tendresse pour cette dame. Il lui a donné de l'affection. Il lui faisait la lecture, il la promenait. Je disais, mais tu en feras autant pour moi? Mais je n'avais pas eu de réponse. Christophe Dalmasso était-il un homme intéressé par l'argent? Nous avons posé la question à sa mère. Sa réponse est sans ambiguïté. Je pense. Moi, je pense que... Pour la famille de la vieille dame, cela ne fait aucun doute. Christophe Dalmasso l'a spolié de son héritage. D'ailleurs, les enfants de Madame Glenzer portent plainte devant les tribunaux pour abus de faiblesse. Toutes les décisions de justice qui ont été rendues sont favorables à Christophe Dalmasso et ont confirmé qu'il n'y avait absolument aucun moyen, il n'avait usé d'aucun moyen pouvant s'apparenter à une infraction pénale pour bénéficier de cette donation. Cette décision de justice qui blanchit Christophe Dalmasso est intolérable pour la famille Glenzer. Du coup, les policiers s'interrogent. Christophe Dalmasso aurait-il été victime d'une vengeance? La piste, c'est de chercher qui a pu concourir à la disparition de Christophe Dalmasso. Donc, comme il y a cette histoire, il y a et qu'il y a une revendication de la part des héritiers, le principe est de savoir si la filière corse aurait pu concourir à la disparition. Alors, la disparition de Christophe Dalmasso est-elle liée à l'héritage reçu par Madame Glenzer? Tout le laisse penser, car seulement 4 jours après la disparition de l'homme d'affaires, un incendie ravage complètement l'une des propriétés corses dont Christophe avait hérité. Ça a été vérifié et visiblement, ça n'a pas abouti. La piste corse se referme. Mais les policiers ne désarment pas, car ils ne tardent pas à découvrir que le jeune homme s'est fait de nombreux ennemis dans sa vie d'homme d'affaires. Avec toutes ces affaires qu'il brassait, je lui avais dit, je l'avais prévenu, j'ai dit tu auras un jour des ennemis, c'est obligatoire. Il a pu faire des jaloux, il a pu faire des mécontents. Pour la police, les pistes sont multiples. Les policiers trouvent quasiment à chaque fois qu'ils vont rencontrer quelqu'un, un suspect potentiel, en tout cas, quelqu'un qui a des raisons d'en vouloir à Christophe Dalmasso. À 29 ans, et avec un simple BTS de mécanique en poche, Christophe Dalmasso est à la tête d'un héritage de 15 millions d'euros. Le jeune homme décide alors de se lancer dans les affaires. Son premier investissement, c'est un garage. Il y vend des voitures de luxe d'occasion et très vite, il acquiert la réputation d'être un homme intraitable. Tous les témoignages sont concordants, la personnalité de Christophe Dalmasso est forte, à la fois diable et ange. On apprend que c'est un homme d'affaires impitoyable. Âpre au gain, un véritable homme d'affaires, j'allais dire de la Côte d'Azur, ce qui n'est pas franchement une qualité. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Il y a une affaire, il ne fait pas de cadeaux. Il y a eu un litige pour une histoire de voiture, de rachat, de revente. Il exigeait une commission qui était très importante, ça finit à coup de poing. Des litiges qui parfois se transforment en menaces de mort. Exemple, nous sommes en décembre 2002, des hommes placent en dépôt-vente une Mercedes au garage de Christophe Dalmasso. Très vite, il met un mécanicien dessus et très vite, il se rend compte que la voiture est maquillée, qu'elle a donc été volée. Christophe, il avait eu un litige avec des gitans. Et c'est avéré que cette voiture avait été trafiquée. Il recontacte les gitans et le ton monte très vite. S'estimant floué, Christophe Dalmasso refuse catégoriquement de restituer la voiture à ses propriétaires et exige une somme d'argent. Les gitans l'auraient alors menacé. Les gitans disant on va te tuer si tu rends pas la voiture, et le ton monte comme ça entre crescendo. Après, il a eu des menaces de mort là, Christophe. Mais lui, il n'avait pas peur de la mort. Les policiers qui enquêtent sur la disparition de Christophe Dalmasso se demandent si le jeune homme n'aurait pas pu être victime d'un règlement de compte sanglant. On est dans le sud de la France où les gangs, entre guillemets, fleurissent. Il y a des filières d'exportation vers les pays du Maghreb, vers les pays de l'Est également. On a pu penser un temps que Christophe Dalmasso s'était retrouvé dans une sale affaire, embringué avec des types de la mafia sur un trafic de voitures volées.
Les gitans sont interpellés. Interrogés, ils reconnaissent seulement avoir voulu faire peur à Christophe Dalmasso. Mais ils affirment n'avoir jamais mis leur menace de mort à exécution. D'ailleurs, ils ont fini par payer pour récupérer leur voiture. La piste des trafiquants de voitures de luxe s'arrête là. Cela fait maintenant 4 mois que Christophe Dalmasso a disparu. L'enquête est au point mort jusqu'au 7 janvier 2004 où René Dalmasso apprend qu'une forte somme d'argent doit être débitée du compte bancaire de son fils. On a appris au mois de janvier 2004 qu'il y avait un chèque qui était arrivé à l'encaissement, un chèque de 59 000 €. 59 000 €, une coquette somme, de quoi intriguer la banque. Un des agents examine le chèque, il appartient bien au jeune millionnaire, et pourtant il ne faut que quelques minutes à l'employé pour réaliser qu'il s'agit d'un faux. Ce chèque supporte une signature grossièrement imitée, et bien évidemment, l'organisme bancaire refuse le paiement de ce chèque. Et ce n'est pas tout. C'est un autre détail qui va particulièrement attirer l'attention des policiers. Le chèque est signé du 30 août 2003, soit 3 jours exactement avant que Christophe Dalmasso ne se volatilise. Pour les policiers, celui qui a falsifié le chèque a très probablement un lien avec sa disparition. D'autant que Christophe Dalmasso ne se séparait jamais de son chéquier. Christophe Dalmasso avait pour habitude de se balader avec une banane dans laquelle il y avait ses papiers, les papiers auxquels il tenait. Ce chéquier, il était dans la banane de Christophe. Il venait de l'avoir, je crois qu'il l'avait eu, il a été délivré le 25 août 2003. Donc c'était un chéquier récent. Pour les enquêteurs, plus de doute. Il ne s'agit plus d'une simple disparition. Désormais, ils tiennent une piste. On peut penser qu'il avait ce chèque avec lui, que ceux qui l'ont enlevé et tué, bien sûr, ont procédé à la fouille, j'allais dire, d'usage, et que, tombant sur ce chèque, ils ont pensé qu'ils pourraient en faire usage le moment venu. Ce chèque de 59 000 € est le seul indice dont disposent les policiers. Alors ils interrogent tous les proches de Christophe Dalmasso, et c'est Lucie, sa fille adoptive, qui va leur livrer une information capitale. Lucie va finir par apprendre aux policiers que ce chèque, elle l'a vu, et que c'est son petit copain, Edno Borba da Silva, qui est un Brésilien, qui lui aurait montré quelques jours après la disparition de son père, cette formule de chèque. L'enquête se tourne alors vers Edno Borba da Silva. Edno Borba da Silva est brésilien, il a 34 ans et il est danseur de capoeira. Il danse dans la rue, voilà, hein, et il n'a pas de revenus. Hein. L'homme est sans ressources, et c'est l'un de ses amis brésiliens qui lui présente Christophe Dalmasso. Les deux hommes sympathisent. L'homme d'affaires propose alors à Edno Borba da Silva de s'installer à Château-Beaulieu dans un studio, au premier étage. Et c'est à ce moment-là qu'Edno Borba da Silva devient le petit ami de Lucie. Il vit au crochet de Lucie Dalmasso dans un appartement du Château-Beaulieu, appartenant à Christophe Dalmasso. Les enquêteurs se demandent alors comment le Brésilien a fait pour avoir entre les mains le chèque de Christophe Dalmasso. Face aux policiers, Edno Borba da Silva affirme que Lucie s'est trompée. Il n'a jamais vu ce chèque de 59 000 €. Mais il reconnaît toutefois avoir reçu d'autres chèques de Christophe Dalmasso. Borba da Silva explique à la police que ces chèques lui ont été donnés par Christophe, vivant fin août 2003, contre un terrain au Brésil lui appartenant. Un beau terrain, sécurisé, magnifique. Il dit oui, mais moi je vais vous envoyer l'acte, il nous fait croire, M. Borba da Silva, qu'il y a un acte et tout. Borba da Silva aurait donc en sa possession un acte de vente du terrain comme preuve de sa bonne foi. Mais les policiers ne croient pas un mot de cette histoire. Et l'homme, pressé de questions, va finir par faire une stupéfiante révélation corroborée par Lucie. Lucie et Edno vont à l'unisson révéler aux policiers qu'en réalité ils savent très bien où se trouve Christophe, c'est-à-dire au Brésil.
en disant il en avait assez de la vie en France, des contraintes multiples et variées. Il dit qu'il est au Brésil, qu'il a une femme et qu'il a un enfant là-bas. Enno Borba da Silva va même jusqu'à affirmer que Christophe Dalmasso lui a téléphoné peu de temps après son départ pour le Brésil. Une information que confirme son ami Cléonacio. Enno, selon lui, il a eu Christophe au téléphone. Moi, je ne le croyais pas trop. Mais Lucie Dalmasso, qui était à côté, a affirmé effectivement qu'il a eu Christophe au téléphone, qu'elle était à côté, que je pouvais le croire. Les enquêteurs décident de vérifier point par point la déposition d'Enno Borba da Silva. Et ils vont aller de surprise en surprise. Il y avait quand même eu des recherches au Brésil hein, par l'ambassade de France, par la police brésilienne, etc. Donc il n'avait pas du tout été localisé. Aucune trace de billet d'avion n'avait été trouvée, etc. Il n'y avait aucune inscription de terrain vendu à Christophe Dalmasso. Ils n'ont rien trouvé. Ceci a été vérifié par les enquêteurs de police. Borba da Silva n'a jamais eu de terrain au Brésil. Et par voie de conséquence, il n'en a jamais vendu. Donc les enquêteurs étaient quand même très circonspects sur cette piste brésilienne. Hein. Borba da Silva aurait donc menti. L'homme est désormais dans le collimateur des enquêteurs. En examinant son emploi du temps du 2 septembre 2003, jour de la disparition de Christophe Dalmasso, il découvre un détail troublant. Il avait une blessure sur le sourcil. Il a même demandé ma carte vitale pour aller se faire soigner. Il m'a raconté qu'il avait s'y bagarré avec un homme qui tient un chien, un homme homosexuel qui a mal regardé lui, ils se sont bagarrés avec un Italien. C'est une blessure à l'arcade sourcilière, au-dessus de l'arcade sourcilière, qui a nécessité la pose de points de suture. La blessure paraît immédiatement suspecte aux yeux des enquêteurs. Et si Borba da Silva s'était battu avec Christophe Dalmasso avant de le faire disparaître? Pour en savoir plus, les policiers demandent à l'hôpital de Nice le compte-rendu des passages aux urgences, ce 2 septembre 2003. Pendant des semaines, on ne va jamais arriver à retrouver la trace au CHU de la visite de Borba da Silva. Et on va même avoir, dans un premier temps, un rapport de la part des services enquêteurs disant que le CHU de Nice, je pense que c'est l'hôpital Saint-Roch, va écrire « Nous n'avons jamais pratiqué d'intervention en urgence concernant M. Borba da Silva ». Les enquêteurs sont dans l'impasse. René Dalmasso, pourtant, refuse de baisser les bras. Elle est convaincue que le Brésilien est impliqué dans la disparition de son fils. Alors, elle décide de mener sa propre enquête. C'était la dépression ou l'action. Je ne pouvais pas faire autrement. Je me suis investie à fond dans l'enquête. Je suis allée partout. C'est normal, c'est mon enfant. Alors, René Dalmasso se rend à l'hôpital Saint-Roch de Nice et consulte le registre des admissions. Et là, elle trouve la preuve qu'elle cherchait. Enno Borba da Silva a bien été admis aux urgences et il était accompagné de Lucie. Lucie, c'est elle qui fait les entrées, qui fait la déclaration, qu'elle paye en espèces, alors qu'elle a toujours dit qu'elle avait donné la carte vitale. Elle paye en espèces 23 €. Et au lieu de marquer Borba, elle fait marquer Borla. Borla. C'est pour ça que quand la police a recherché dans les entrées de Saint-Roch, on n'a pas retrouvé Borba. Grâce à la ténacité de René Dalmasso, l'enquête est relancée. Enno Borba da Silva fait figure de suspect. La police se rend à son domicile dans l'espoir de trouver de nouveaux indices. On va procéder à des opérations de perquisition qui vont permettre la découverte de cette carte qui est au nom de Christophe Dalmasso et qui va être retrouvée dans l'appartement de Borba da Silva. Une carte de fidélité d'un magasin niçois que Christophe Dalmasso avait toujours sur lui. Enno Borba da Silva est mis en examen pour enlèvement et séquestration et placé en détention. Un nouvel espoir pour René Dalmasso. C'est vrai que pour moi, ça a été un grand soulagement de me dire enfin, un qui part en prison. Enfin, on va savoir. On va savoir. En effet, 1 an après la disparition de son fils, l'affaire va connaître un nouveau rebondissement tragique. Août 2004. Comme chaque été, les plages de la Croisette sont envahies par les touristes. L'un des nageurs fait une macabre découverte. Au milieu
de la baie de Golfe-Juan, les baigneurs vont tomber sur des morceaux, des fragments d'os. On va très rapidement se rendre compte, lors de la découverte, que certains ossements sont des ossements humains. Il s'agit de pieds humains, un pied gauche, un pied droit, un tibia, un péroné, une partie d'une boîte crânienne et une vertèbre cervicale. Les ossements du pied retrouvés sont bien les ossements de Christophe Dalmasso. J'apprends le décès de mon fils, j'apprends qu'on a retrouvé des restes de Christophe. Et là, bien entendu, j'ai hurlé. J'ai hurlé à la mort. Pour les enquêteurs, pas de doute, il s'agit désormais d'une affaire criminelle. Les restes de Christophe Dalmasso sont confiés à la police scientifique. Seulement l'examen des os de la victime ne permet pas d'établir les circonstances exactes de la mort. Toutefois, il découvre sur certains cartilages de curieuses traces de végétaux et de terre, ainsi que des épines de pin. Après l'autopsie, les quelques morceaux de corps de Christophe Dalmasso ont séjourné dans un endroit humide et probablement sous la terre. Première conclusion, Christophe Dalmasso, après avoir été tué, a d'abord été enterré, puis son cadavre a été exhumé. Il y a eu certainement le fait qu'on ait déterré alors le cadavre, une partie du cadavre, c'est tout un problème, et qu'on ait ensuite jeté une partie de ses ossements à la mer. Pour quelle raison le cadavre a-t-il été déterré avant d'être jeté à la mer? Pourquoi les restes ont-ils été retrouvés à plus de 30 km de sa voiture brûlée? Autant de questions qui pour le moment restent sans réponse. Toujours est-il que les enquêteurs ont désormais une certitude, Christophe Dalmasso a été tué. Il n'a jamais mis les pieds au Brésil. Enno Borba da Silva a donc menti. Désormais, tout accable le Brésilien. Celui qui parlait de la vie de Christophe Dalmasso au Brésil, c'est Enno Borba da Silva. Donc bien évidemment, les policiers vont l'extraire de la maison d'arrêt pour le réentendre sur ce point, sachant pertinemment qu'il a menti. Face aux enquêteurs, le suspect va totalement changer sa version des faits. Et ses propos vont faire l'effet d'une bombe. Maintenant, il accuse une personne, jusque-là insoupçonnable. Borba da Silva, il est coincé et il n'a pas d'autre solution pour s'en sortir, en tout cas c'est ce qu'il croit, que de balancer. Borba da Silva va effectivement se livrer et décider d'accuser Lucie Dalmasso comme étant la commanditaire de l'assassinat de son père. Pour étayer ces graves accusations, Enno Borba da Silva va rapporter aux enquêteurs une conversation qu'il a eue avec Lucie 2 mois avant la disparition de Christophe Dalmasso. Il affirme que Lucie lui aurait dit qu'en réalité, elle détestait son père. Sur un plan personnel, elle le décrit à Borba comme, y compris un être violent d'ailleurs, et puis ensuite elle dit que c'est un être cupide, et elle lui raconte donc tous les différends qu'il oppose à son père. Toujours selon le Brésilien, si Lucie avait des relations exécrables avec son père, c'est à cause d'une histoire d'argent. En 2001, Christophe Dalmasso place sur un compte de la Poste 47 000 € pour permettre à sa fille de financer ses études. Seulement Lucie va très rapidement faire une découverte. Elle surveillait à distance ses comptes et elle s'est aperçue que son père avait ponctionné de l'argent sans l'en avertir. En effet, Christophe Dalmasso a retiré 10 000 € sur ce compte pour s'acheter une voiture de luxe. La réaction de Lucie ne se fait pas attendre. L'argent que le père adoptif lui donne et lui reprend en partie la rend absolument folle de rage. Et elle vide le compte pour 245 000 francs. C'est un compte que M. Dalmasso avait ouvert pour elle, mais le principe n'était pas que Lucie en dispose de la façon dont elle en a disposé. Et elle est allée prendre cet argent, et le père, Christophe Dalmasso, l'a très mal pris. Il s'aperçoit qu'en fait, je ne dirais pas qu'il a été roulé, mais que sa fille n'est pas ce qu'il attendait, et au contraire, qu'on en veut plus à son argent qu'à ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire le père qu'il a accepté de devenir légalement. Alors il le prend mal.
Au fil du temps, les relations entre la fille et le père s'enveniment, à tel point que Lucie va lui écrire une lettre en mai 2001. Donc effectivement, il lui a dressé un tableau de son père apocalyptique, en le traitant de tout, de cupide, d'harpagon, de pervers, et en lui disant également qu'il ferait bien de ne pas trop faire le malin, c'est à peu près en substance, parce que le diable serait plus fort que lui. Et elle conclut d'ailleurs ce courrier en disant « Tu ne l'emporteras pas au paradis ». Tu ne l'emporteras pas au paradis. Cette phrase résonne comme une menace. D'ailleurs, Lucie va traîner son père en justice et réclame réparation. Elle porte plainte contre son père pour abus de confiance, d'avoir pris de l'argent alors qu'il lui avait fait une donation. Que cet argent, il lui avait donné et qu'il n'avait pas besoin de le reprendre. Père et fille se déchirent alors devant les tribunaux. 2 ans passent et la justice tranche. Le 24 juin 2003, Lucie apprend qu'elle a perdu son procès. Et elle est condamnée à rendre l'argent à son père, plus des dommages et intérêts. Christophe Dalmasso a désormais rompu tout contact avec sa fille. Il pense que l'affaire va en rester là, jusqu'à ce jour d'août 2003 où il découvre un petit mot sur son pare-brise, un message là encore au parfum de menace. Christophe, j'étais là-bas à la cuisine, il vient et puis il me dit « Maman, Lucie a mis un papier sur mon pare-brise. » Il me dit « Il n'était pas signé, mais il me dit « J'ai reconnu son écriture. Rira bien qui rira le dernier. » Et là, il me dit « Sa froideur me fait peur, maman. » Christophe Dalmasso semble avoir peur de sa fille. Désespéré, l'homme prend alors une décision irrévocable. Christophe Dalmasso avait engagé une procédure pour déshériter sa fille. Il voulait lui retirer son nom et il voulait en fait annuler cette procédure d'adoption qu'il avait faite quelques années auparavant. Parce qu'il se sent menacé, Christophe Dalmasso rédige son testament en faveur de son frère. Christophe fait un testament en faveur de son cher petit frère Laurent, en marquant dessus « Si je ne peux le faire avant mon décès, je veux qu'une contestation d'État soit engagée contre ma soi-disant fille. » Ce testament, c'est à la fois le cri d'un homme un peu désespéré, il me semble, de la part de quelqu'un qui présage, qui sent qu'il peut lui arriver quelque chose. Je ne dis pas qu'il sent que ça peut lui revenir du côté de Lucie, mais je sens la lecture de ce testament, elle vous fait froid dans le dos. Entre les lignes, Christophe Dalmasso semble redouter qu'il ne lui arrive quelque chose. Interrogé par les enquêteurs, Enno Borba da Silva confirme les craintes de Christophe Dalmasso suite aux menaces qu'il a reçues. Il affirme qu'en août 2003, un mois avant sa disparition, Lucie lui aurait proposé un contrat pour tuer son père. Il va dire « Elle m'avait demandé à moi de l'exécuter. Elle me promettait 1 000 € plus un loyer à vie, enfin un logement à vie dans le fameux château de Beaulieu. » Chose qu'il avait refusée parce que je vous disais qu'évidemment, lui n'avait aucune raison d'en vouloir à Christophe Dalmasso, strictement aucune. Toujours selon Enno Borba da Silva, Lucie n'aurait pas pour autant renoncé à son macabre projet. Voici selon le Brésilien le récit détaillé des événements le jour de la disparition de Christophe Dalmasso. Ce fameux 2 septembre, il expliquera aux policiers que Lucie avait recruté 2 Tunisiens et un Brésilien. Les 3 hommes seraient cachés à l'intérieur du parking Foch. Un parking situé à une centaine de mètres de Château-Beaulieu, là où habitent Lucie et son père. Ce jour-là, Christophe Dalmasso arrive au parking, il est 12h30. Lucie surveillait la scène et plutôt l'arrivée de son père au parking Foch. De la fenêtre des toilettes communes du 4e étage du château Beaulieu. Lucie Dalmasso communiquant par téléphone avec ses sbires et ayant, je dirais, la direction des opérations. Par téléphone portable, elle aurait signalé à ses complices l'arrivée de son père. Elle donne en gros le top départ à ses complices qui sont en bas enfermés dans le parking et qu'à partir de là, eh bien, ils lui tombent dessus. Christophe Dalmasso a-t-il été tué dans le parking? Ou a-t-il été enlevé,
puis exécuté dans un autre lieu, Edno Borba da Silva l'ignore. Le Brésilien n'en a pas pour autant terminé avec sa déposition. Le 2 octobre 2003, alors que la disparition de Christophe Dalmasso est annoncée officiellement dans la presse, Edno Borba da Silva aurait participé à une petite fête morbide, organisée par Lucie et sa mère Elisabeth à Château-Beaulieu. Quelques jours après la disparition de Christophe Dalmasso, Elisabeth, son ex-femme et sa fille fêteront cette disparition au Champagne. Ce sera dit par Edno Borba. Évidemment, je vous demande de considérer que quand il le dira, personne ne le croit. Et heureusement, un témoin viendra le confirmer. Ce témoin, c'est Cléo Nacio, un locataire. Il a rendu visite à Lucie au château Beaulieu. Il commémorait apparemment quelque chose qui était arrivé à Christophe lui-même. Ils étaient tous contents et rigolaient. Et Elisabeth, elle m'a dit, maintenant Christophe va payer tout ce qu'il nous a fait. C'est bien fait pour lui. On va commémorer la disgrâce de Christophe. Choqué par cette scène surréaliste, le locataire quitte les lieux. C'est une anecdote qui fait froid dans le dos. Les accusations d'Edno Borba da Silva contre Lucie sont graves. Reste à entendre la fille de Christophe Dalmasso pour qu'elle donne sa version. Le 17 janvier 2005, les enquêteurs organisent donc une confrontation entre le Brésilien et la jeune femme. Pas une fois, Lucie Dalmasso ne va montrer le moindre signe de nervosité. Elle réfute une à une toutes les accusations de son ancien compagnon. Lucie Dalmasso nie, s'exclame en disant « Mais comment on peut accréditer une thèse comme ça c'est affreux, c'est une vengeance. » Borba est un amoureux conduit. C'est l'ancien amant de Lucie Dalmasso. Elle ne veut plus entendre parler de lui, elle rompt avec lui. Je pense qu'il a essayé une petite vengeance. Il a perdu la tête. Voilà, ces explications sont absolument dans la négation la plus complète et l'effarement de se voir accusé de choses comme ça. Les policiers sont face à un dilemme entre des accusations sans preuve et des dénégations évasives. Alors, qui dit vrai ? Dans un premier temps, les enquêteurs vont tenter de vérifier point par point la version d'Edno Borba da Silva. Ils se rendent tout d'abord au parking où Christophe Dalmasso aurait été agressé selon le Brésilien. Sur place, ils ne trouvent aucune trace de sang ou un quelconque indice permettant d'affirmer que le crime aurait été commis dans ce sous-sol. À Château-Beaulieu, où Lucie aurait selon le Brésilien orchestré le meurtre de son père, ils interrogent tous les habitants de l'immeuble. Cléo Nacio se souvient alors d'un détail crucial, juste après la disparition de Christophe Dalmasso. Je commence à sentir une odeur terrible au niveau des caves. C'était une odeur de viande pourrie, c'était une odeur insupportable. Ça fait 3 ans que je suis là, j'ai jamais senti ça. Cette odeur, elle a perduré au moins un mois. Pour René Dalmasso, une conclusion s'impose. Il est mort et il est mis dans les caves du château Beaulieu. Les policiers sont perplexes. Christophe Dalmasso a-t-il été tué dans le parking puis transporté dans les caves de Château-Beaulieu, comme semble le croire René Dalmasso? Le cadavre en décomposition a-t-il été ensuite enterré et déplacé? Comment son squelette s'est-il retrouvé au bord de la mer? Autant de questions jusque-là sans réponse. Alors, les enquêteurs décident d'examiner les relevés téléphoniques de Lucie Dalmasso. Grâce aux antennes relais, ils vont pouvoir déterminer ses déplacements dans les jours et les semaines qui ont suivi la disparition de son père. Et les policiers finissent par découvrir que le 4 octobre 2003, exactement un mois après la disparition de Christophe Dalmasso, Lucie se trouvait au Canet, un village sur les hauteurs de Cannes. On sait que le grand-père de Lucie possède une propriété sur les hauteurs de Cannes, du Canet. Et donc, bien évidemment, on peut imaginer qu'il a été enterré là. Le terrain semble un emplacement idéal pour enterrer un corps. On y accède par un chemin envahi par des broussailles et il n'y a aucun vis-à-vis. Mais les enquêteurs s'interrogent, pourquoi le corps de Christophe Dalmasso a-t-il été exhumé? Encore une fois,
C'est Edno Borba da Silva qui va leur apporter une réponse. Lucie lui aurait dit que le fait de déterrer le corps, c'était pour permettre qu'on le retrouve, évidemment, et qu'elle puisse toucher l'héritage. En France, pour hériter de quelqu'un qui a disparu, il faut attendre 10 ans si on n'a pas retrouvé le corps. Elle l'a fait déterrer et on l'a jeté après par-dessus le pont de l'Aube. C'est à côté du terrain du grand-père. Le scénario d'Edno Borba da Silva paraît plausible. En effet, en se rendant sur les lieux, les policiers ne trouvent pas où le corps aurait été enterré, mais constatent que le terrain du grand-père surplombe le pont de l'Aube, sous lequel coule un petit torrent qui se jette directement dans la mer. Là où les restes de Christophe Dalmasso ont été retrouvés. Ainsi, selon les policiers, les meurtriers auraient en pleine nuit déterré le corps en décomposition, puis auraient jeté les restes dans le torrent. Les eaux, emportées par le courant, auraient finalement été entraînées jusqu'à la plage de Golfe-Juan. Les affirmations d'Edno Borba da Silva sont des éléments extrêmement lourds, extrêmement graves contre Lucie. En tout cas, ça ne sort pas Borba da Silva, mais ça enfonce complètement Lucie. Le 3 février 2005, Lucie Dalmasso est mise en examen pour complicité de meurtre. L'affaire semble entendue, mais les avocats de la jeune femme contestent sa mise en examen et la justice va relever plusieurs négligences de l'enquête. Selon les policiers, la jeune femme a été localisée grâce à son portable sur le terrain où aurait été enterré son père. Or, Lucie a une explication. Elle n'était pas sur le terrain, mais sur une route qui longe le fameux terrain. C'est une route secondaire qui est proche du terrain. C'est une route secondaire qui est très utilisée et que Lucie Dalmasso empruntait, disait-elle, pour aller à des fêtes, pour sortir habituellement. Les avocats de Lucie soulignent par ailleurs que l'enquête à charge n'est basée que sur un seul et unique témoignage. En fait, la stratégie de la défense va essayer de montrer les différentes versions de Borba da Silva, les contradictions de Borba da Silva. Or, l'accusation de Lucie ne repose que sur les accusations d'Edno. Au-delà des accusations de Borba da Silva, aucune charge, aucun autre élément. Les mensonges d'Edno Borba da Silva vont tellement le desservir que du coup on va se dire si lui ment, ça veut dire que Lucie Dalmasso n'a pas menti. En juillet 2007, les avocats de Lucie Dalmasso demandent l'annulation de sa mise en examen. Les magistrats ont considéré qu'il n'y avait pas de charge suffisante contre Lucie pour la maintenir en détention et pour la poursuivre d'enlèvement, de séquestration et même de complicité de meurtre de son père. Lucie Dalmasso bénéficie d'un non-lieu. La jeune femme est libre. René Dalmasso est sous le choc. Je n'ai pas compris, mes avocats n'ont pas compris, on était effondrés. On était effondrés de dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Résultat, la justice décide de renvoyer un seul accusé, Edno Borba da Silva. 16 mars 2009. Après 6 ans d'enquête, le procès d'Edno Borba da Silva s'ouvre à la cour d'assises de Nice. Et d'emblée, l'ambiance est tendue entre René Dalmasso et Lucie. On voit arriver Madame Dalmasso avec ses fils sur le banc de la partie civile. On apprend très vite que Lucie Dalmasso a demandé à être aussi dans la partie civile. Je ne la voulais pas à côté de moi. Je ne la voulais pas. Qu'elle reste assise, mais pas à côté de moi. Elles vont être à quelques mètres d'écart. Lucie Dalmasso essaye de capter quelque chose des regards de la famille Dalmasso. La famille Dalmasso ne la regarde pas. Edno Borba da Silva comparaît seul dans le box, mais curieusement les regards sont également fixés sur Lucie Dalmasso. Borba da Silva comparait pour complicité de meurtre. Donc un complice, a priori, il ne comparait pas seul. Et là, effectivement, il se retrouve seul dans le box des accusés. Et tout le monde sait, bien sûr, que la fille de M. Dalmasso a été, elle, mise en examen
et a bénéficié d'un non-lieu. Donc automatiquement, il se passe quelque chose à ce niveau-là. Dès le début, on ressent cela. Borba da Silva profite de ce climat de suspicion qui plane sur Lucie Dalmasso et tente désespérément d'incriminer son ex-compagne. Borba da Silva l'accuse sans cesse, et elle résiste à tout. Franchement, elle ne craque jamais. Alors elle a un comportement assez particulier, c'est-à-dire une petite larme qui coule, un petit mouchoir, etc. pour essuyer sa petite larme. Mais elle reste quand même imperturbable. Elle ne craque jamais. Le Brésilien ne cesse de clamer son innocence. Seul accusé, il sait qu'il risque de payer pour ses complices. Aux abois, l'homme fait alors une révélation fracassante. Et c'est là que lui, il lâche le nom Krayem Wissem. Il va donner le nom de celui qui a mis le feu à la BMW. La voiture de Christophe Dalmasso. Dans la salle d'audience, c'est la stupeur. Qui est ce Krayem Wissem? Quel a été exactement son rôle dans cette affaire? Nul ne le sait. Et ce n'est pas la seule carence de l'enquête relevée lors du procès. Les avocats de la partie civile de René Dalmasso vont mettre le doigt sur une négligence de l'enquête, à savoir cette fameuse aiguille de pin qu'on retrouve dans le pied gauche de Christophe Dalmasso. Ça faisait des années que la partie civile pointait du doigt qu'on avait retrouvé dans le pied du malheureux Christophe Dalmasso une épine de pin dont il était vraisemblable, très vraisemblable, qu'elle provenait d'un pin situé sur le terrain de la propriété du grand-père. Pour en avoir le cœur net, la juge suspend l'audience et demande aux policiers de se rendre sur les lieux. Vérification faite, l'aiguille de pin retrouvée sur le pied de Christophe Dalmasso est identique au pin de la propriété. Ça signe le passage une fois décédé, ou alors au moment où on l'a tué, le passage de Christophe Dalmasso sur ce plateau. Hein. Des éléments pour le moins embarrassants pour Lucie Dalmasso. La jeune femme est une nouvelle fois mise en examen pour complicité de meurtre. Face aux négligences de l'enquête, la présidente de la Cour décide de renvoyer le procès à une date indéterminée. Il y a énormément de zones d'ombre, on n'a qu'une partie du corps, on a éventuellement un mobile, mais on n'a pas, on a peut-être le commanditaire, mais on n'a pas l'exécutant. On a un complice possible des exécutants, voilà, ou de l'exécutant. Et on a une trame du scénario, mais voilà, c'est tout. Hein. Une seule personne va tirer profit de ce fiasco judiciaire. Après 5 années de détention provisoire, Da Silva a été libéré hier soir. La lourde porte de la maison d'arrêt de Nice vient de s'ouvrir sur Edno Borba da Silva. Les 5 dernières années qu'il vient de passer derrière les barreaux tiennent en 2 sacs et un carton. Ses avocats l'attendent. Le jeune Brésilien, qui a eu 34 ans il y a 2 jours, ne réalise pas vraiment ce qui lui arrive. C'est 5 ans que je parlais et j'aimais personne à mes côtés. Le Brésilien est libre, mais sous contrôle judiciaire et il doit rester en France. Pourtant, début 2010, Edno Borba da Silva prend la fuite et s'envole pour le Brésil. Un beau matin, il m'appelle en me disant « Voilà, maître, j'ai décidé que je ne respecterai plus mon contrôle judiciaire, je m'en vais. » Il se rend compte de sa situation, il a déjà fait de la préventive, il n'a pas envie de recommencer, il n'a surtout pas envie que tout lui tombe sur le dos et qu'il paye, lui, tout seul, alors quand certainement il doit connaître la vérité et que la vérité, c'est qu'il ne doit pas être le seul à payer. Il me dit « Non, non, je pars, je m'en vais, je ne respecte plus le CJ. Je pars et je reviendrai pour le procès et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de M. Borba. » Les policiers ont réouvert l'enquête et interpellé Krayem Wissem, l'homme qui aurait brûlé la voiture de Christophe Dalmasso. Face aux enquêteurs, il se montre très bavard. Krayem Wissem, il avoue qu'il a brûlé la voiture avec 2 complices, qu'il a fait le transport du corps de Christophe, qu'il a brûlé la voiture, mais il n'a pas tué. Il n'a pas tué Christophe. Questionné sur les identités des meurtriers, Krayem Wissem oriente les enquêteurs sur une seule piste. Il confirme que le soir des faits, il aurait été appelé par Borba da Silva, qui lui aurait demandé de l'aider à transporter des sacs. De son appartement qu'il occupait à Château-Beaulieu.
Et le fameux Wissem dit, à un moment donné, il y a des sacs, je les ai trouvés mous. Donc je lui ai demandé ce que c'était, parce que les gravats, c'est dur. Et là, les sacs sont mous. Bon, et à ce moment-là, Edno lui aurait dit, écoute, j'ai eu une embrouille avec un mec, je l'ai tué, il est dans le sac. De toute façon, je te demande rien d'autre que de m'aider à transporter ces sacs, et puis un point, c'est tout. Wissem, il n'a pas posé plus de questions que ça, c'est pas, il fait pas partie de la police. Hein. Donc lui, il s'est contenté de pousser les sacs, s'estimant sans doute content d'être vivant, et puis il a lâché l'affaire. Ça accrédite effectivement le fait qu'il aurait été découpé après son décès. Il y a même une précision de toute façon, semblant dire que si cette opération de découpage aurait été faite dans la baignoire. Pour la première fois, un des protagonistes de l'affaire aurait donné le nom de l'un des meurtriers. Encore faut-il disposer d'indices pour confirmer cette piste. Les policiers effectuent immédiatement une perquisition au domicile d'Edno Borba da Silva. On a retrouvé 6 ans et demi après donc, la disparition de mon fils, au château Beaulieu, dans l'appartement de Borba da Silva. On a retrouvé du sang, de l'ADN de mon fils sur le canapé. Donc on est sûr que c'est du sang, que ça s'est passé au château Beaulieu. Je ne sais pas si un jour on aura la vérité. Ce qui est certain, c'est que les traces de sang qu'on a retrouvées témoignent de manière certaine qu'il a été tué dans les lieux. Aujourd'hui, tout semblerait désigner Edno Borba da Silva comme l'un des meurtriers de Christophe Dalmasso. Toute la question est de savoir si le Brésilien tiendra sa promesse et rentrera en France pour le deuxième procès. Borba da Silva ne reviendra pas, il ne faut pas se faire d'illusions malgré les engagements écrits qu'a pris son avocat dans le dossier. Il n'a aucun intérêt à revenir, on n'a aucun moyen de le faire revenir. Quant à Lucie Dalmasso, qui a toujours nié toute implication dans le meurtre de son père, elle a bénéficié d'un deuxième non-lieu en juin 2011. Pour la justice, il n'existe pas de charge suffisante permettant d'imputer à Lucie Dalmasso une quelconque participation au meurtre de Christophe Dalmasso. Aujourd'hui, seul Krayem Wissem est en détention provisoire. Il est mis en examen pour complicité d'homicide. C'est l'histoire d'une enquête un peu saupoudrée, un peu bâclée, un peu pas faite dans les règles, pas faite dans les temps. C'est une histoire aussi de guerre à l'intérieur du palais de justice, entre des juges d'instruction qui se succèdent. Il y a aussi ça. Voilà, on aboutit à un grand fiasco au final. 8 ans après la mort de Christophe Dalmasso, sa mère reste convaincue que ce n'est pas un, mais plusieurs meurtriers qui ont tué son fils. Le jour de l'enterrement, je lui ai dit, je te promets Christophe, ils iront tous en prison. Parce que je sais qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux, je lui ai dit, mais j'ai promis à Christophe. Mais je me sens habitée par Christophe, je vis avec Christophe. Mais je sais que j'aurai la vérité. Je l'aurai la vérité, je le sais.